Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce dernier avatar de nos attelages de l'après-confinitude. Euh, nous en sommes dans ce cadre-là, enfin dans le cadre de ce qu'on a intitulé le rapport de l'esthétique aux politiques, qui, n'oublions pas, est un sous-chapitre de la logique du sujet face à la reconstitution du nazisme. C'est pas parce qu'on fait de grands détours pour y arriver. Le nazisme, il n'est pas tombé du ciel, il n'est pas non plus monté de l'enfer en 24 heures. Hein. C'est pour ça qu'il faut remonter assez loin. Mais c'est donc pour ce qui est de cette sous-partie, le rapport de l'esthétique aux politiques, en particulier dans la systématique qui est celle de Hegel, et en écho au modeste ouvrage, modeste en nombre de pages en tout cas, et que j'ai publié aux éditions d'Elga et qui porte ce sous-titre. Hein. Je vous rappelle que le titre c'est Féminité et communauté chez Hegel. Nous avons parlé d'Antigone la dernière fois. Hein. Féminité et communauté chez Hegel. Sous-titre Le rapport de l'esthétique aux politiques dans le système. Nous en sommes à notre troisième session de ce sous-chapitre de l'esthétique et du politique. Et alors, ça vous a été annoncé, on a gardé les mêmes textes pour la bonne raison que j'en ai laissé la moitié de côté la dernière fois, vu le temps que j'ai mis à répondre à des questions d'un grand intérêt. Et je remercie encore aussi bien Alexandra que Hugo d'avoir développé des questions aussi creusées et pointues que celles qui ont occupé notre dernière session. Il va de soi que les questions que vous pouvez poser sur la dernière session, je ne suis pas en train de les clore, hein, vous pouvez n'importe quand relancer le débat, bien sûr. Mais il se trouve que, je vous l'ai dit, j'avais laissé la moitié des textes prévus pour la dernière fois de côté, et en particulier, il y en a 4 que je vais donc aborder aujourd'hui, 2 proprement philosophiques et 2 poétiques. Pour l'instant, c'est surtout les textes littéraires et poétiques qui l'ont emporté pour illustrer notre propos sur le rapport de l'esthétique aux politiques. Je rappelle que ce privilège que je donne dans l'esthétique à la chose littéraire par rapport à la chose plastique ou musicale, au niveau des exemples, je veux dire, hein, c'est pour des raisons matérielles. J'aimerais bien, moi, vous projeter, n'est-ce pas, des vidéos montrant une succession de comment la statuaire égyptienne devient la statuaire grecque, comment celle-ci va donner la cathédrale gothique, je vais très vite, hein, et ainsi de suite. Mais enfin, je veux dire, faute de Goscinny, si je puis dire, faute d'avoir notre local habituel, car nous avions projeté une série de peintures dans notre session nature ou paysage, mais nous ne disposons plus de ce matériel jusqu'à la réouverture du centre Goscinny, pas avant la rentrée, puisqu'il a coutume de fermer pendant l'été, et je ne le vois pas réouvrir maintenant. Hein. Voilà. Donc, en attendant, je le dis aussi pour Tarek, qui a eu la gentillesse de Yurik, de m'envoyer un message très sympathique qui me dit c'est dommage que le centre soit fermé et donc qu'il n'y a plus d'atelier jusqu'à la rentrée. Oui, mais il y a les sessions live. Comme il est sans doute au courant, mais comme il n'en parle pas, je n'en suis pas sûr. Donc voilà, je le salue au passage. Je lui souhaite d'excellentes vacances bien méritées, parce qu'il fait partie de ceux qui sont dans les professions de la santé. Et donc, je lui dis, il peut, au rythme hebdomadaire, on peut se retrouver chaque semaine pratiquement, hein, d'ici la rentrée, mais par écran interposé. Voilà. Donc, je vous ai dit 2 textes littéraires, 2 philosophiques. Je vais commencer et finir par les littéraires, non pas pour encadrer la philosophie dans le poétique, mais parce que le premier texte,
C'est un texte de Hugo, extrait des Misérables, que j'aurais dû développer dès la première de ces 3 sessions consacrées au rapport de l'esthétique aux politiques. Et donc, c'est le texte le plus en retard par rapport à ce que nous avions programmé, donc je lui donne la priorité. J'enchaînerai après sur les textes proprement philosophiques. On n'a pas encore abordé l'esthétique au sens strictement philosophique, comme partie de la philosophie qui réfléchit sur le beau et, voilà, et les œuvres d'art qui en découlent. Donc j'enchaîne tout de suite sur le texte de Hugo pour combler ce retard. Après, je vais aborder les 2 textes philosophiques, un de Kant, un de Hegel, et je terminerai par un poème dont la beauté décourage tout désir d'élucidation, pour citer un grand lecteur de Hölderlin, extrait des hymnes en esquisse de Hölderlin. C'est comme ça qu'ils sont regroupés dans le volume de la Pléiade, hymne au pluriel en esquisse, et ce poème qui s'appelle Chant allemand. Voilà, je reviendrai tout à l'heure, donc je ne fais que l'indiquer au passage. Venons-en à Hugo. Je vous ai dit, c'est un texte qui est extrait des Misérables et qui est tellement clair, ce qui ne veut pas dire qu'il est superficiel ou plus simpliste, loin de là. Mais pourquoi je le sors en plus du poème de Hugo que j'avais cité au début de cette série d'interventions sur le rapport d'esthétique aux politiques, c'était le poème Stella, si vous vous rappelez bien, je m'étais endormi la nuit près de la grève. C'est parce que certains m'ont fait savoir, soit par téléphone, soit par des commentaires, que c'était un peu injuste pour Hugo que je compare un poème accompli, celui de Baudelaire, Harmonie du soir, à un poème de Hugo dont je soulignais qu'il est une merveille dans la première moitié, mais qu'après il devient un peu emphatique avec ses défauts, ce qui veut dire à Rimbaud que le poème Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Autrement dit, les aspects incomparables que l'on doit à Hugo et en même temps ses défauts, si on ose dire. Donc là, j'ai fait exprès pour attraper de prendre un texte, encore une fois extrait des Misérables. Vous le trouvez, vous mettez l'onde et l'ombre et vous tombez tout de suite là-dessus sur Wikisource au cas où vous perdez. Si vous voulez le retrouver, c'est pas compliqué. Je rappelle, avant de le lire, je vais moins le commenter pour pas prendre trop de retard, parce qu'il est extrêmement clair, il n'a pas besoin d'exégèse très explicative. Donc, mais je rappelle quand même auparavant que Rimbaud, qui est extrêmement sévère avec cette insolence de l'adolescence, quand il fait ce fameux texte que je cite souvent, qui est très célèbre, cette lettre à son professeur de lettres, on disait professeur de rhétorique, c'était le prof de lettres à l'époque, où il lui fait un résumé de toute l'histoire de la poésie depuis les Grecs jusqu'à lui, Rimbaud. Voici un cours de littérature moderne. Vous voyez, avec une inversion des rôles, hein, c'est le gamin qui donne un cours de littérature à son prof, et c'est remarquable en plus. Et il est donc assez sévère avec tout le monde, hein, même avec Baudelaire, dont il dit pourtant qu'il est le premier des poètes, roi des voyants, un vrai dieu. Et quant à Hugo, il dit, ben voilà, Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo, donc il y a cette première partie magnifique, poésie pure, je reviens pas, et puis trop de belles montées de Jéhovah, de colonnes, bref, trop d'emphase, hein. Vieilles énormités crevées, voilà, des boursouflures qui ne passent plus, c'est Rimbaud qui parle. Et puis tout d'un coup, il dit, j'ai sous la main Les Misérables, un vrai poème. Et là, il y a un hommage extra, pour que Rimbaud dise un vrai poème, hein, il accorde à Hugo que Les Misérables sont un vrai poème, mais il le dit de son œuvre en prose, c'est extraordinaire. Hein, bon, on le sait que depuis Rousseau, la prose peut atteindre à la poésie. Voilà, hein, depuis les rêveries du Pont-Neuf solitaire, depuis la Nouvelle Héloïse et les Confessions, et en passant bien sûr par la grande initiative de Baudelaire, les petits poèmes en prose, le Spin de Paris, où Baudelaire évoque qui n'a pas rêvé d'une prose fluide, épousant toutes les circonvolutions de l'âme, etc., etc. Donc, je me dépêche de clore ce préalable pour vous dire que
en abordant un texte en prose, je reste dans la poésie, avec l'aval de Rimbaud. Voici le texte sans embâge. Donc, extrait des Misérables. Un homme à la mer. Qu'importe, le navire ne s'arrête pas. Le vent souffle. Ce sombre navire-là a une route qu'il est forcé de continuer. Il passe. L'homme disparaît, puis reparaît. Il plonge et remonte à la surface. Il appelle, il tend les bras. On ne l'entend pas. Le navire, frissonnant sous l'ouragan, est tout à sa manœuvre. Les matelots et les passagers ne voient même plus l'homme submergé. Sa misérable tête n'est qu'un point dans l'énormité des vagues. Il jette des cris désespérés dans les profondeurs. Quel spectre que cette voile qui s'en va! Il la regarde frénétiquement. Elle s'éloigne, elle blêmit, elle décroît. Il était là tout à l'heure, il était de l'équipage, il allait et venait sur le pont avec les autres, il avait sa part de respiration, de soleil. Il était un vivant. Maintenant, que s'est-il donc passé? Il a glissé, il est tombé, c'est fini. Je suspends la lecture du texte, je ne le commande pas. Je suspends, je vous dis les 2 dernières lignes pour éviter le suspense, parce qu'il y en a qui seraient capables de croire qu'il est en train de faire une marine, d'être naïvement réaliste et descriptif. Les 3 dernières lignes de ce texte, c'est ceci. La mer, c'est l'inexorable nuit sociale où la pénalité jette ses damnés. La mer, c'est l'immense misère. Donc c'est une immense métaphore que développe Hugo en parlant de se noyer dans l'océan. C'est celui qui tombe au chaume dur, on dirait aujourd'hui, et tout se dérobe sous ses pieds. Hein? Je reprends donc, il était nécessaire que ce soit bien clair, je reprends donc le texte là où je l'ai laissé. Que s'est-il donc passé? Il a glissé, il est tombé, c'est fini. Il est dans l'eau monstrueuse. Il n'a plus sous les pieds que de la fuite et de l'écroulement. Mais quel texte! Sous les pieds, on a le plancher des vaches. Enfin, ce qu'on a sous les pieds, c'est ce qui est porteur, ce qu'on a sous les pieds. Il n'a plus sous les pieds que de la fuite et de l'écroulement. Regardez comme avec des notions abstraites et générales, la fuite et l'écroulement, Hugo est on ne peut plus concret. Les flots déchirés et déchiquetés par le vent l'environnent, même plus l'homme submergé. Sa misérable tête n'est qu'un point dans l'énormité des vagues. Chaque fois qu'il enfonce, il entrevoit des précipices pleins de nuit, d'affreuses végétations inconnues le saisissent, lui nouent les pieds, le tirent à elle, il sent qu'il devient abîme, il fait partie de l'écume, les flots se le jettent de l'un à l'autre, il boit l'amertume, l'océan lâche s'acharne à le noyer, l'énormité joue avec son agonie, il semble que toute cette eau soit de la haine. Il lutte pourtant, il essaie de se défendre, il essaie de se soutenir, il fait effort. Vous savez, on dit que les chômeurs font rien, ils encaissent leur indemnité chômage, c'est des parasites. Hein? Tout de même, quelle régression par rapport à ce que dit Hugo dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il essaie de se défendre, il essaie de se soutenir, il fait effort, il nage. Lui, cette pauvre force tout de suite épuisée, il combat l'inépuisable. Où donc est le navire? Là-bas, à peine visible, dans les pâles ténèbres de l'horizon. Tous ceux qui sont depuis longtemps au chômage ont connu ce phénomène de désocialisation, qui se retrouvent loin de tout. Hein. Les rafales soufflent, toutes les écumes l'accablent. Il lève les yeux et ne voit que les lividités des nuages. Il assiste agonisant à l'immense démence de la mer. Il est supplicié par cette folie. Il entend des bruits étrangers à l'homme. Je saute quelques passages. La nuit descend, voilà des heures qu'il nage, ses forces sont à bout. Ce navire, cette chose lointaine où il y avait des hommes, s'est effacé. Il est seul dans le formidable gouffre crépusculaire. Il enfonce, il se raidit, il se tord, il sent au-dessous de lui des vagues monstres de l'invisible. Il appelle, il n'y a plus d'homme. Où est Dieu? Rappelez-vous que la dernière fois, j'avais cité un texte d'Hölderlin où Hölderlin dit que la divinité ne serait jamais présente chez nous, chez les mortels, si la communauté ne savait le chanter d'un seul cœur. S'il n'y a plus d'hommes, c'est qu'il n'y a plus de Dieu non plus. Hein. Il appelle, il n'y a plus d'homme. Où est Dieu? Il appelle quelqu'un, quelqu'un.
Il est entouré de plein de quelque chose, mais il n'y a plus de quelqu'un, hein, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris la différence. Il appelle toujours, je fais allusion au néo-positiviste ici, il appelle toujours, rien à l'horizon, rien au ciel. Il implore l'étendue, la vague, l'algue, l'écueil, cela est sourd. Voilà les quelque chose. Il supplie la tempête imperturbable n'obéit qu'à l'infini. Autour de lui, l'obscurité, la brume. Je suspends un instant pour citer cette phrase de Bachelard qui vient s'inscrire ici d'une manière troublante. Je n'habite pas dans l'infini, parce que dans l'infini, on n'est pas chez soi. La tempête imperturbable n'obéit qu'à l'infini. Autour de lui, l'obscurité, la brume, la solitude, le tumulte orageux et inconscient, le plissement indéfini des eaux farouches, en lui l'horreur et la fatigue. Ses mains se crispent et se ferment et prennent du néant. Vent, nuées, tourbillons, souffle, étoiles inutiles. Étoiles inutiles. Quelle insulte à la nature, n'est-ce pas? En général, ce qu'il disait Kant, que tant qu'elle la loi morale dans mon cœur et la voûte étoilée au-dessus de ma tête, tout va bien, n'est-ce pas? Je dis ça parce que, au vu des résultats des dernières élections municipales, ça devient un sacrilège de parler de la nature comme ça, n'est-ce pas? Étoiles inutiles. Or, ça fait écho à un extraordinaire passage d'un des plus beaux poèmes de tous les temps, En bleu adorable de Hölderlin, que je commenterai une autre fois, dans lequel il dit « Mais la nuit, elle-même, avec toutes ses étoiles, n'est pas plus pure que l'homme, si j'ose le dire. » Donc, que faire? Le désespéré s'abandonne, qui est là, prend le parti de mourir. Il se laisse faire, il se laisse aller, il lâche prise, et le voilà qui roule à jamais dans les profondeurs lugubres de l'engloutissement. Et la chute de tout à l'heure, ô marche implacable des sociétés humaines, perte d'hommes et d'âmes, chemin faisant, océan où tombe tout ce que laisse tomber la loi, disparition sinistre du secours, ô mort morale. La mer, enfin l'océan, hein, c'est l'inexorable nuit sociale où la pénalité jette ses damnés. La mer, c'est l'immense misère. L'âme à volo dans ce gouffre peut devenir un cadavre. Qui la ressuscitera? Voilà, c'est extrait des Misérables et c'est écrit en 1862. Je ne voulais pas retarder encore ce texte extraordinaire. Il a bien raison, Rimbaud, j'ai sous les mains les Misérables, un vrai poème, de plusieurs volumes. Donc, je reviens maintenant. J'en viens à l'approche proprement philosophique de notre thématique du rapport de l'esthétique au politique. Nous avons suffisamment amassé de matériaux, on les met devant nous, et on peut donc maintenant les réfléchir. C'est là qu'on passe à la philosophie, n'est-ce pas? Et donc revenir du côté du sujet. D'abord, puisqu'on veut parler d'esthétique, je rappelle que l'esthétique, ce n'est pas l'art. Hein, je l'ai dit de manière un peu fugitive, donc ici j'insiste. L'esthétique, je ne veux pas parler à la place du peintre ou du musicien. Comme dit très honnêtement Van Gogh, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux. En l'occurrence, nous peintres, par exemple, hein, les œuvres d'art. Donc, je ne fais pas ici, je ne parle pas de... Il ne s'agit pas de restituer le message de l'art, mais de développer la philosophie de l'art. Mais dans quelle mesure l'esthétique peut devenir une partie de la philosophie? C'est la question qu'on va travailler aujourd'hui, au même titre que, je ne sais pas, que l'épistémologie, la réflexion sur les sciences, que la morale, la réflexion sur l'action, les principes qui gouvernent nos actions, que la métaphysique, la recherche des causes premières et des causes finales, pour aller très vite. Bon, en quoi l'esthétique n'est pas seulement une pièce rapportée, mais qu'elle elle fait partie à part entière du corpus philosophique. Et bien d'abord, c'est récent comme exigence. Le mot esthétique lui-même est récent. La discipline, n'en parlons même pas. La première fois qu'un traité qui s'appelle Esthétique, Aesthetica en latin, paraît, c'est en 1835.
qu'est-ce que j'ai dit? En 1735, au XVIIIe siècle. On est encore bien loin des dernières œuvres de Rousseau. On est plus à l'époque de Montesquieu et de Voltaire qu'à celle de Rousseau. Voyez, hein, sous la plume de celui qui le premier va pas banaliser, c'est trop dire, mais qui va imposer ce terme, c'est-à-dire Monsieur Baumgarten. Baum, ça veut dire arbre en allemand, B-A-U-M, Baum. Et Garten, comme garden en anglais, c'est le jardin, ça veut dire verger, quoi, hein, Baumgarten. Donc, Baumgarten, le premier cite, fait apparaître le mot, mais pas encore il ne publie pas encore un ouvrage car pour titre esthétique. Ça, il faudra attendre au-delà de 1735, 1750, où il publie son fameux Esthética dont je vous parlais. Mais attendez, en France, il faudra attendre 1835 pour voir apparaître le terme d'esthétique dans le dictionnaire de l'Académie française, le dictionnaire de la langue française. Donc un siècle plus tard. Et attendre 1845 pour que le terme d'esthétique apparaisse dans le dictionnaire philosophique. Dictionnaire philosophique élaboré par Monsieur Bérard, tiens, coïncidence, celui qui venait de traduire pour la première fois l'esthétique de Hegel, n'est-ce pas? Charles Magloire Bénard, j'ai dit Bérard, c'est Bénard comme un pantalon en argot, si vous préférez, hein. Charles Bénard, qui est connu dans les études hegeliennes pour avoir le premier donc introduit une traduction en français de l'esthétique de Hegel, d'après les leçons de Otto à l'époque, en 1845 seulement. Quand je vous dis que c'est récent, mais on n'a pas répondu à ma question, mais on a au moins encadré chronologiquement. Qu'est-ce qui justifie, pourquoi l'esthétique, aujourd'hui ça paraît aller de soi, avec le recul, est partie intégrante du corpus philosophique? La réponse se trouve dans le texte de Kant, dans la série de textes de Kant extraits de la critique du jugement, critique de la faculté de juger, hein, ça dépend des traductions, je vous lis, c'est très court, n'est-ce pas? C'est extrait du tome 1, dans la quatrième partie de l'introduction. L'introduction est divisée en plusieurs parties, en chiffres romains. De la quatrième partie de l'introduction à la critique du jugement. Je vous rappelle que c'est le grand testament de Kant, c'est sa troisième critique, après la critique de la raison pure, qui traite de la connaissance, après la critique de la raison pratique, qui traite de l'action, hein, c'est toute sa vie. Donc, et une tentative de synthèse, c'est ce qu'on va voir, je ne développe pas là pour l'instant, qui est cette critique du jugement. Le texte, l'extrait que je choisis, le jugement en général, pas seulement le jugement esthétique ou moral ou judiciaire, hein, le jugement en général est la faculté de concevoir le particulier comme contenu dans le général. Je continue, je commenterai après. Si le général, entre parenthèses, parenthèse de Kant, la règle, le principe, la loi, est donné, le jugement qui subsume, qui range, hein, en gros, hein, qui case le particulier, est déterminant. Je saute la parenthèse. Le mot est souligné, déterminant. Mais si le particulier seul est donné et que le jugement y doive trouver le général, il est simplement réfléchissant. Kant, c'est le champion des distinctions. C'est une énième distinction que nous apporte Kant, et qu'est-ce qu'elles sont précieuses à chaque fois. Toute la critique de la raison pure, je reviens largement en arrière dans son corpus, la première critique est partie, dès son introduction, de la distinction entre les jugements analytiques et les jugements synthétiques. Je ne vais pas m'attarder, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Très rapidement, je donne un exemple. Dire que les chiens sont des mammifères, c'est un jugement analytique.
parce que mammifère est déjà contenu dans le concept de chien. Le chien est un mammifère. Par contre, il y a des chiens qui sont jaunes, ou blancs ou noirs, hein, peu importe. C'est un jugement synthétique, parce que la notion de noir et de jaune n'est pas enfermée a priori dans la notion de chien. La preuve, c'est qu'il peut y avoir un chien qui est blanc. Voilà, c'est tout simple. Et si vous voyez où ça nous emmène. Voilà. Si quand même, je prolonge un peu, parce que c'est des outils précieux, vous allez voir à quel point je veux vous faire respecter le travail accompli par celui que Nietzsche appelait à la fois ironiquement et affectueusement le grand chinois de Königsberg. Il a passé presque toute sa vie dans une ville qui est pratiquement en Russie maintenant, Königsberg, pas Kaliningrad, qui est en Russie, politiquement. Donc, chinois, parce que c'est compliqué quand c'est minutieux, comme la cuisine chinoise. Donc, soyons sérieux. Le jugement analytique. Les chiens sont des mammifères. Les triangles sont des polygones. Vous voyez? Alors, quand ce triangle est rectangle, c'est synthétique. Parce que rectangle n'est pas contenu a priori d'un triangle. Après, il peut y avoir un triangle quelconque ou un triangle équilatéral. Vous voyez? Bien. Eh bien, le jugement analytique, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est toujours certain. Il est toujours certain que les triangles sont des polygones, que les chiens sont des mammifères. Mais vous devinez le défaut, ça ne nous apprend pas grand-chose. D'accord? Et l'analyse, vous savez ce que c'est. Quand on analyse un moteur, on trouve tout ce qu'il y avait dans le moteur. Il n'y a pas un truc nouveau qui va venir. Quand on analyse l'eau, on analyse ce qui était dans l'eau, l'hydrogène et l'oxygène. On ne va pas trouver du jus de citron, alors c'est que l'eau n'était pas pure. Voilà. Or, étendre sa connaissance, c'est aller au-delà de l'analyse, parce que si c'est pour rappeler ce qu'on sait déjà, c'est ce que fait le jugement analytique, il nous rappelle ce qu'on savait déjà, que les triangles sont des polygones, quand même. Si on veut étendre notre connaissance, il faut qu'on fasse des jugements synthétiques. Mais les problèmes du jugement synthétique, c'est que lui, il étend notre connaissance, il est plus fécond, voilà, il n'est pas stérile comme l'analytique, mais par contre, il n'est pas aussi certain. Comment je sais qu'un chien peut être blanc? Ah ben écoute, t'as qu'à regarder, j'en ai un qui est blanc. Ah ben oui, mais ça, vous voyez, là il faut faire appel à l'expérience, on n'est plus dans la raison pure. On n'est plus dans l'a priori, dans ce qu'on peut savoir sans dépenser de l'argent. Je dis ça parce que Kant a toujours cette étrange métaphore économique et financière. Si le sujet doit faire appel à l'expérience, il doit, pour Kant, sinon c'est pas sérieux, mais il ne doit le faire que lorsqu'il a fait le plein de tout ce qu'il peut savoir a priori. Je n'ai pas besoin de l'expérience pour savoir que tout corps occupe un espace. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux. C'est le contraire. Si j'ouvre les yeux et que je vois un corps, c'est qu'un espace est donné. Avant que je vois, parce que si l'espace n'est pas donné, je ne peux pas le voir, le corps. Aucun corps, même s'il fait un millième de millimètre. Vous voyez? Donc, tous les corps occupent un espace. C'est un jugement, ce n'est pas un jugement d'expérience, c'est un jugement transcendantal, quand je ne veux pas compliquer. Par contre, tous les corps ont un poids. Ben, le capitaine Haddock, il ne sera pas d'accord dans On a marché sur la Lune, parce que son whisky, il s'envole sous forme de boule. C'est près de la Terre que ça a un poids, mais on est tellement habitué à être tout près du centre de la Terre, enfin à la surface de la Terre, et non pas dans l'espace intersidéral, on est tellement habitué à être sous la force de l'attraction terrestre, qu'on dit tous les corps ont un poids. Vous voyez, c'est la force de l'habitude qui nous trompe. Ce n'est pas sûr du jugement synthétique. L'idéal, ce serait, et c'est Kant le premier qui formule le problème comme ça, l'idéal de la connaissance, de la science, de la certitude, ce serait de pouvoir augmenter notre connaissance, comme le fait le jugement synthétique, mais en toute sécurité, comme le fait le jugement analytique. Et c'est pourquoi Kant, dans les premières pages de La raison pure, dit « Toutes les questions philosophiques et métaphysiques sont suspendues à cette question, c'est solennel. Des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Est-ce qu'on peut, sans faire appel à l'expérience, étendre notre connaissance? Voilà, je rappelle la position des problèmes, mais c'était pour vous rappeler que Kant est le champion des distinctions. Là, on vient de voir, je me suis un peu étendu parce que c'est quand même un gros enjeu, la distinction des jugements analytiques et des jugements synthétiques, mais qui ne sont importants que dans le connaître. Ici,
nous allons arriver à l'esthétique, nous allons voir qu'on va plus parler de plaisir que de connaissance. Hein. Donc, dans la critique de la raison pratique, je continue très rapidement ma petite récapitulation, il distingue l'impératif hypothétique dans la morale hein, de l'impératif catégorique. Un commerçant qui rend la monnaie d'une manière honnête et scrupuleuse, c'est très bien, dit Kant, mais ce n'est pas une garantie qu'il est moral. Parce qu'il peut faire ça pour ne pas perdre ses clients, par intérêt, et non pas par respect de la loi morale. Vous voyez, subtil Kant. Hein. Donc, il a un mobile pour rendre la monnaie. Ce mobile n'est pas un impératif catégorique. Et voilà, hein, c'est un mobile hypothétique. C'est Kant, hein, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait c'est simple. Avec Kant, on a les règles du jeu. Hypothétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je rends pas la monnaie scrupuleusement, je risque de ne plus avoir de clients. Et bon, tandis que l'impératif hypothétique, il n'y a pas d'hypothèse, bon, c'est par respect de la loi, voilà. La volonté générale. Donc, encore une fois, encore une distinction précieuse que je ne développe pas ici, on n'est pas dans la morale de Kant, on est dans son esthétique. Et puis, voilà que il vient tout d'un coup là, je viens de vous lire le passage, c'est pour ça que je l'ai laissé court, pour pas trop compliquer. Il vient de faire sa dernière distinction, peut-être la plus vertigineuse, on ne dirait pas comme ça, hein, celle des jugements déterminants et des jugements réfléchis. Alors maintenant, je reprends le texte, je commente un peu, hein, c'est beaucoup plus clair qu'on ne le croit. Le jugement en général, qu'il soit réfléchi donc ou déterminant, est la faculté de concevoir le particulier comme contenu dans le général. Ben écoutez, ça c'est pas si compliqué. Je sais bien que vous voulez toujours un exemple. Ben on va en donner un. Le Saint-Bernard est un chien. Je prends un cas particulier, le Saint-Bernard. J'aurais pu prendre le setter irlandais, n'est-ce pas, ou le loulou de Poméranie, auquel je pensais quand je cherchais des chiens blancs. et je les range tous sous subsumé, vous voyez, subsumé. Hein, le même radical que dans assumer et tout ça, consumer, mais là c'est sub, hein, rangé en dessous. Hein. En dessous de quoi? Du chapeau qui est le général. Le général, c'est le concept de chien en général, dans lequel vous avez des choses aussi différentes pour l'œil qu'un Saint-Bernard et un loulou de Poméranie ou un teckel, vous voyez? Fantastique quand même, hein, la puissance du langage, de mettre tout ça dans la même catégorie, le même concept de chien. Or, vous voyez, vous croyez que c'est un concept. Non, c'est déjà un jugement. Dire ceci est un chien, c'est pas empirique, c'est pas avec mes yeux que je reconnais que c'est un chien. Avec mes yeux, ça me rappelle tout d'un coup tout un tas d'autres choses qui ne sont pas là, qui ne sont pas devant mes yeux, et qui me décident à juger que cet animal qui est devant moi est conforme au concept de chien en général, qui circule aussi bien à travers le teckel, le Saint-Bernard, le berger allemand, hein, et j'en passe, et le pitbull. Donc, le jugement en général est la faculté de concevoir le particulier, le teckel, comme contenu dans le général, le chien. Alors maintenant, il y a deux cas, attention. Si le général, chien en général, gardons notre exemple, est donné, le jugement qui subsume le particulier est déterminant. Je détermine le teckel à rentrer dans la catégorie chien, parce que je sais déjà ce que c'est qu'un chien. Et si on me fait découvrir tout d'un coup au fond de la jungle thaïlandaise, je dis n'importe quoi, une nouvelle variété de chiens sauvages, ça arrive. Hein. Au Vietnam, il y a des jungles. Les régions les plus inexplorées sont celles où il y a à la fois l'épaisse forêt et de la montagne, de raison d'être inaccessibles. Ce qui est le cas dans certaines régions du sud-est asiatique, en particulier dans la région entre le Vietnam et le Laos. Il y en a même qui signalent des yétis, mais enfin, ne nous égarons pas. Un peu plus petit que celui du Tibet, voilà, ça nous entraînerait loin. J'ai comme ça des dadas, il ne faut pas faire attention. Et donc, il y a aussi des fantasmes, il y en a qui voient des hommes à queue dans cette région. Depuis l'Égypte, on imagine des hommes qui ont un prolongement de l'appendice caudal, enfin bref. Là c'est de l'ordre du fantasme. Mais en tout cas, on a découvert sérieusement une variété d'antilopes de cervidés qui n'était pas très connue il y a à peine une quinzaine d'années, au cœur de la jungle vietnamienne, parce que les zoologues vous disent qu'on peut encore trouver des espèces d'insectes hein, ou dans l'océan, des trucs, mais enfin les gros animaux, on les connaît tous, taratata. Hein. Donc, on peut trouver un nouveau chien, enfin un animal qu'on n'a jamais vu, mais qu'on décide, qu'on détermine comme faisant partie de la famille chien. Voilà.
Je fais un petit prolongement à Kant pour rappeler que, puisque j'ai pris des exemples dans les animaux, dans les êtres vivants, que la preuve, je ne sais pas, qu'un berger allemand et un loulou de Poméranie font partie de la même espèce, c'est qu'ils peuvent se reproduire entre eux. C'est la définition biologique de l'espèce. Or, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Hegel parle du mot espèce. Et que toute la philosophie, les deux grands monuments de la philosophie grecque antique, je pense à Platon et Aristote, l'un parle de l'idée, l'autre parle de la forme, mais les deux se servent du même mot grec, eidos, qui veut dire aussi espèce. Où je veux en arriver? Que l'espèce, c'est idéal pour la connaissance. C'est-à-dire, c'est le plus loin que peut aller une connaissance entre l'excessive généralité du genre. Si je vous dis le teckel est un animal, je suis un peu imprécis, je suis trop général. D'accord? Si je vous dis ce teckel-là a une tache jaune sur la patte droite, je veux dire, ce n'est pas un renseignement sur le concept de chien en général. Entre les deux, la connaissance idéale, entre ces deux extrêmes, je finis ma parenthèse très vite, de l'individu qui est quasiment inconnaissable tellement qu'il y a de choses en lui, et du général, qui est plus simple, mais qui est plus extensif, entre les deux, entre le genre et l'individu, entre le genre félin et l'individu Bintou, c'est le nom de ma chatte, hein, je me permets de vous la présenter, enfin de présenter son nom, entre le général et l'individu, il y a l'espèce chat, ici en l'occurrence, vous voyez, voilà, hein, comme moyen terme. Donc j'y reviens, lorsque Kant dit, ou bien le général est donné, et je le détermine, on en était là, mais si le particulier seul est donné, et que le jugement, ils doivent trouver le général, il est simplement réfléchissant. C'est un peu plus compliqué, et c'est là que un monde s'ouvre dans le testament de Kant. Un monde qui peut-être dans lequel on peut jeter une passerelle dans ce que Kant disait, séparé par un abîme infranchissable jusqu'à ce qu'il écrive sa dernière critique, le monde de la connaissance, la critique de la raison pure, celui de la science en gros, hein, de la physique par exemple, Newton à son époque, hein, si vous voulez l'incarner, et celui de l'action, de la morale. Nous avons suffisamment vu entre nous, voyez tout ce que ça nous fait réviser, qu'à l'origine du mot philosophie, il y a amour de la sophia. Commençons par le commencement. Philosophia, amour de la sophia. Et sophia veut dire à la fois savoir, voilà pour la connaissance, et sagesse. Il faut distinguer les deux, parce que si c'est que amour du savoir, ça se confond avec la science, avec la recherche scientifique, avec le CNRS. Ce n'est pas la place du philosophe. S'il n'y a que la sagesse, sans la faire reposer sur un savoir, ça peut être utile de temps en temps, mais c'est jamais généralisable. On peut toujours trouver les bons conseils d'un tonton ou de ce que vous voulez. Bon sang, c'est risqué. Le rêve du philosophe, et ça c'est spécifique de la philosophie, c'est de vouloir répondre à la question de l'action, que dois-je faire, mais en se basant sur des principes aussi déterminants, pour reprendre le mot de Kant, aussi certains, terme de Descartes, que le triangle est un polygone. Mais pas en l'appliquant au triangle, en l'appliquant à ce que je dois faire. C'est notre paire de manches. Vous voyez que le droit, la morale, la politique s'engouffrent là-dedans. Et que l'aporie d'Aristote, qui disait déjà il y a 2500 ans, la mathématique unit les hommes, la politique les divise. Déjà, vous voyez, le rêve du philosophe, c'est de combler cette brèche. Ça nous a fait réviser des choses. Hein. C'est quelques lignes, je crois, il n'y a même pas 10 lignes dans cet extrait de Kant. Alors, je vous dis que ça ouvre un abîme dans lequel on peut trouver, pas un abîme, un univers dans lequel on peut trouver dans cet univers une passerelle, fût-elle frêle, qu'on jette sur l'infranchissable abîme qu'il y a entre la raison théorique, la connaissance, et la raison pratique, la morale. Maintenant, je parle en vocabulaire kantien, je crois qu'on se comprend bien maintenant. Ce passage où il distingue les deux sortes de jugements,
quand les fait intervenir, alors que, je vais un peu à l'écrevisse, hein, je commence par ce passage et je vais maintenant vous parler de tout ce qu'il y a en amont, les 2 ou 3 pages qu'il y a en amont de ce passage. Je vais commencer par l'enjeu. Auparavant, il a rappelé, je vous dis, c'est son testament qui permet de réviser, de mettre de l'ordre dans tout ce qu'il avait distingué jusque-là. Il avait distingué les 2 grandes parties de la philosophie. Et là, je vous le lis parce que c'est des passages, je ne les ai pas mis hein, dans les textes là, que vous avez sous les yeux, mais enfin, vous pouvez les retrouver, je vous donnerai la référence pour ne pas embrouiller, mais je vous les lis directement. Vous voyez, c'est toujours dans l'introduction, mais un peu avant donc cette 3e partie, une partie qui s'appelle la première de l'introduction, qui s'appelle « De la division de la philosophie ». Encore des distinctions et des divisions. Je ne commence pas par le tout début, pour ne pas nous embrouiller, mais je vais directement à cette partie-là. Des concepts, dans la mesure où ils sont rapportés à des objets, sans que l'on considère si une connaissance de ceci est ou non possible, bref, sans être comme Kant. Kant, lui, il est prudent, il se demande si mon énoncé correspond, peut correspondre à des objets, s'il est possible que les objets y correspondent. Vous savez qu'en mathématiques, par exemple, quand vous avez une formule A sur B, un mathématicien commence par mettre B doit être différent de 0. Parce que sinon, c'est impossible. Parce qu'il n'y a aucun nombre qui, multiplié par 0, va donner le numérateur. Or, la définition d'un rapport, d'une fraction, appelez ça comme vous voulez, d'un logos, on dit en grec, intéressant. Les logoi, c'est les rapports, les fractions. Les entiers relatifs, quelque part, les nombres rationnels, pardon, aucun nombre rationnel multiplié ou a fortiori entier par 0 redonne le numérateur, donc ça contredirait la définition même du rapport. Donc, vous voyez, très prudemment, les mathématiciens, avant d'étudier une fonction, avant de la faire varier, comme ils disent, dans cette grande partie de la mathématique qui s'appelle l'analyse, commencent par dire s'il y a un dénominateur qui doit être différent de 0. Vous voyez, sinon, c'est impossible. Impossible, c'est ce qui enferme une contradiction en logique. Je vous l'ai dit. Impossible, c'est ce qui enferme une contradiction. Voilà. Un nombre pair divisible par 2, c'est impossible. Un nombre impair, pardon, divisible par 2, c'est impossible. Alors, des concepts, dans la mesure où ils sont rapportés à des objets, sans que l'on considère si une connaissance de ceci est ou non possible, possèdent leur champ, qui est déterminé seulement d'après le rapport de leur objet dans notre faculté de connaître en général. La partie de ce champ en laquelle la connaissance est possible pour nous est un territoire. Vous voyez comme il amène des notions nouvelles, pas le mot est dans le langage courant, mais comme il leur donne une signification précise. Dans ce champ vaste où je dis tous les objets de l'univers, bon, je dis ça, mais ça ne me donne pas une connaissance. Mais je peux, dans cet objet de l'univers, poser un sous-ensemble, un territoire de tous ceux qui sont gouvernés par la loi de l'attraction, par exemple, n'est-ce pas? Là où je les détermine en fonction d'une loi, voyez. La partie de ce champ à laquelle la connaissance est possible pour nous est un territoire pour ces concepts. Et la faculté de connaître à cet effet. La partie de ce territoire où il légifère, parce que je peux dire tous les objets de l'univers sont les objets d'une expérience possible, mais que je n'ai pas encore faite. Je mourrais bien avant avoir expérimenté les objets de l'univers. Mais la partie sur laquelle on légifère, où on peut déjà, n'est-ce pas, prévoir, comme les éclipses par exemple, est possible pour nous, est un domaine, vous voyez, des métaphores géographiques. Dans l'ensemble des objets de la connaissance, il y a la partie où cette connaissance est possible qui définit un territoire. Et dans ce territoire, la partie où elle est non seulement possible mais réelle, où notre connaissance s'exerce, où on peut faire des lois qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir des applications, d'envoyer des satellites sans qu'on les perde, c'est plus seulement un territoire, c'est notre domaine. On exerce notre maîtrise. La partie de ce territoire où il légifère est le domaine. Vous voyez toutes ces distinctions. C'est pour en arriver à la grande division de la philosophie.
notre faculté de connaître en totalité, donc on réunit tout maintenant, possède 2 domaines. Vous voyez pourquoi je suis revenu en arrière, maintenant qu'on a rappelé ce que c'est qu'un domaine. 2 domaines, celui des concepts de nature et celui du concept de liberté. Là, on retrouve toutes les 2 grandes critiques précédentes. Il y a le domaine qui est gouverné par le concept de nature, c'est à la physique au sens large, la chimie, la biologie, les sciences dures, je veux dire, les sciences de la nature, on disait il n'y a pas si longtemps. Notre faculté de connaître en totalité possède 2 domaines, celui des concepts de nature, qui sont à l'opposé à la liberté, où y égale f de x, y est déterminé par x, y n'est pas du tout libre. Y ira là où x voudra. Wo es war, soll ich werden. Une des formules les plus énigmatiques de Freud. Je ne le dis pas en allemand pour faire mon petit Heidegger, non. C'est que c'est très important, parce que c'est difficile de traduire le S. Wo es, c'est ça, le ça, vous savez, il n'y a pas de neutre en français, c'est difficile. Où c'était, le je dois advenir. Où le ça était, le moi doit passer. Vous voyez, là où les roues avant sont passées, les roues arrière doivent suivre. Bon, allez, ne compliquons pas avec Freud, c'est pour ouvrir des portes à ceux que ça intéresse. Donc, notre faculté de connaître en totalité possède 2 domaines, celui des concepts de nature et celui du concept de liberté. Philosophie de la connaissance, philosophie de l'action. Elle, notre faculté de connaître, elle légifère en effet a priori par ces 2 genres de concepts. A priori, je vous rappelle, c'est le contraire d'empirique, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'aller voir là. La philosophie se divise donc aussi, en accord avec cette faculté, en philosophie théorique et en philosophie pratique. Quel bilan, hein? Mais le territoire, ça c'est les 2 domaines, mais le territoire sur lequel elle, notre faculté de connaître, établit son domaine et sur lequel elle exerce sa législation, est toujours seulement l'ensemble des objets de toute expérience possible. Autrement dit, la législation par nature, je ne sais pas moi, un volcan qui rentre en éruption, et la législation par liberté, passage du confinement au déconfinement, s'exercent tous les 2 sur un seul et même territoire que celui de l'ensemble des objets d'une expérience possible, ce que Kant appelle le phénomène. Autrement dit, ces 2 législations opposées, l'une qui est celle de la détermination, l'autre qui est celle de la liberté, se disputent un seul et même territoire. Et rappelez-vous, pour les anciens, que je l'avais illustré, je le dis pour les nouveaux rapidement, par mon petit hélicoptère qui survole l'Amazonie. On survole l'Amazonie, je prends un hélicoptère, mais un avion, ça va trop vite. Donc je prends un hélicoptère, on pourra ralentir comme on veut. Je regarde, on voit que la législation par nature, des cimes d'arbres, la canopée, vous savez, des cimes d'arbres, de temps en temps on voit des groupes d'aras, des oiseaux multicolores, c'est magnifique. Enfin, tout ça, tout ce qu'on voit là, tout se ramène à la causalité par nature. Nature inerte, physique, nature vivante, biologie, tout se ramène. Pas besoin de faire intervenir la métaphysique. Et puis tout d'un coup, aux surprises, la forêt s'interrompt, clairière, en forme de cercle, un demi-cercle à la case des hommes, un demi-cercle à la case des femmes, présence humaine. Et là, tout d'un coup, il y a prohibition de l'inceste, par exemple. Il y en a encore qui croient que c'est une loi naturelle, ce qui fait rire tous les scientifiques, n'est-ce pas? Et aussi, ceux qui ne sont pas scientifiques, mais qui sont tout près des animaux, les agriculteurs et les chasseurs, ça les fait rigoler aussi. Les éleveurs savent très bien, vous prenez 2 lapins, vous les mettez en Australie où il n'y en avait pas, c'est les Anglais qui les ont apportés, il y en avait 3 millions au bout qui sont tous incestueux. Ils proviennent tous des mêmes parents. Parce qu'il y en a qui croient qu'il y a une voix en nous, au fond, qui a une horreur de l'inceste, c'est ça. Les lions, ils font tout, n'est-ce pas? Ils dévorent les lionceaux pour pouvoir lutiner la femelle, n'est-ce pas? Donc, ne projetons pas sur les animaux, ne faisons pas de l'anthropomorphisme. Là, je dirais même que l'inceste, vous trouverez ça dans Lévi-Strauss, dans sa thèse de doctorat Structure élémentaire de la parenté, vous trouverez cette très intéressante réflexion, un peu comme Kant il fait des distinctions,
c'est un grand néo-kantien, à savoir qu'il y a des lois dans la nature, la loi de la chute, la loi de la conservation de l'énergie, peu importe. Il y a des lois dans la nature, il y a des règles dans ce qu'il appelle, lui, la culture, que d'autres peuvent appeler l'esprit, chez les hegéliens, qu'on peut appeler l'histoire, chez les marxistes, ainsi de suite, etc. Tout ce qui suppose l'activité de l'homme et pas seulement le déjà-là naturel. Donc, pourquoi cette distinction des mots? Parce que les lois sont les mêmes partout par définition. Il n'y a pas une loi de la chute des corps différente au Japon et en Patagonie. Par contre, comme le dit Pascal, en montrant la folie des hommes, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Ici, il y a la monogamie, là-bas, la règle, c'est la polygamie. Vous voyez, bon, voilà, ça, c'est les choses humaines, ce qui prouve qu'elles ne sont pas naturelles. Sinon, elles seraient les mêmes partout, universelles comme des lois de la nature. Je reviens un peu à l'inceste pour ceux qui sont encore convaincus qu'on a quand même, on a quand même une chose en nous, une voix qui fait qu'on a horreur de l'inceste. S'il y a des interdits et la prohibition de l'inceste, je vais trop vite. Il y a des règles dans la culture, il y a des lois dans la nature. Exception, la prohibition de l'inceste, qui est aussi générale qu'une loi et qui pourtant n'est pas naturelle. Voilà pourquoi c'est une notion capitale. Dans toutes les sociétés humaines, les plus primitives, c'est un mot idiot qui n'explique pas grand-chose, on dit d'une manière un peu plus scientifique les sociétés sans écriture, parce que c'est plus objectif, parce qu'elles peuvent être primitives au niveau technique et nous dépasser largement au niveau esthétique ou moral, on ne sait jamais. Hein, c'est souvent le cas, à mon avis. Donc, vous voyez, la prohibition de l'inceste a cette position exceptionnelle d'avoir la généralité d'une loi à travers les sociétés humaines et en même temps de ne rien devoir à la nature. Et pour ceux qui n'en sont pas convaincus, maintenant j'y arrive, ne sont interdits, parce qu'il y a de très sévères châtiments dans les sociétés, surtout les plus anciennes, hein, pour ceux qui transgressent ce tabou, hein, n'est interdit que ce qu'on a envie de faire. Vous connaissez, vous, une loi qui vous interdit de laisser la main sur le feu? Il n'y a pas besoin d'une loi, là, vous la retirez vite. Hein. Le châtiment, il est immanent au crime. Hein. Ce n'est pas un crime, enfin, c'est une erreur, c'est un acte manqué. Voilà. Si c'est interdit, c'est qu'il y a un abus quelque part. S'il y a des lois sur la propriété, c'est parce qu'on faucherait bien la voiture du voisin de temps en temps quand il est pas là pour aller faire un tour. Ouais. Voilà. Donc, petit rappel. Pourquoi j'ai fait ce détour? Parce que mon hélicoptère, j'y reviens, nous montre les deux législations dont parle Kant, mais cette fois in concreto. Voyez, il nous montre la jungle, la forêt vierge, où tout peut s'expliquer sans faire intervenir l'homme, il n'aurait pas existé, quoi, on verrait ça. Et voilà tout d'un coup qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dérivées d'une causalité physique. Au contraire, qui vont en sens inverse. La causalité physique, parce que toutes les espèces tendent à se multiplier. Regardez les mammifères, eux-mêmes les animaux, avec les précautions qu'ils prennent contre le danger, la prudence, la lutte pour la survie, il n'y a qu'une seule fois où ils se mettent en danger, c'est à la saison des amours. C'est que quand il s'agit de développer l'espèce, là, ils prennent des risques. Vous voyez ? Donc, la prohibition de l'inceste, qui limite les possibilités de reproduction, comme la monogamie, mais je ne fais pas du tout une critique, hein, je ne dis pas que je suis pour la polygamie. Quand on est monogame, on fait moins d'enfants que quand on est polygame, et ainsi de suite. Bon. Où je vais en arriver à illustrer ce que dit Kant, n'est-ce pas? Il y a deux domaines inverses, l'un de la détermination, de la loi, et qui octroie une connaissance que dans la mesure où on peut décoder cette loi, et donc plus elle s'étend, plus la liberté s'y rétrécit. Hein. Et puis, il y a la causalité par liberté, et je prends un deuxième exemple maintenant, c'est mon fameux feu rouge. N'est-ce pas? Il faut manger pour vivre, ça c'est la législation par nature, c'est pas l'homme qui a décidé ça. Donc ça ne sert à rien de dire je dois manger pour vivre comme si j'avais le choix. N'est-ce pas? Ça ne doit rien du tout à ma volonté et à mon choix. Par contre, je dois respecter le feu rouge
Autant, dans l'exemple précédent, le contraire est impossible, je ne peux pas, c'est plus je dois, hein, je ne peux pas vivre sans manger, autant je peux griller le feu rouge. Il ne faut pas le faire, hein, ne dites pas que, allez pas dire à la police que Pagani a dit qu'on peut griller le feu rouge, je n'ai pas dit on doit, on peut le griller, et c'est là qu'on voit ce que veut dire devoir, mais on ne doit pas. On ne doit pas. Même à 2 h du matin, il n'y a pas de flic, il ne faut pas. Voilà. Donc il y a bien 2 domaines bien différents. Je répète ce paragraphe capital, qui est en amont de celui que vous avez sous les yeux. Notre faculté de connaître en totalité possède 2 domaines, celui des concepts de la nature et celui du concept de liberté. Elle légifère en effet a priori par ces 2 genres de concepts. La philosophie se divise donc aussi en accord avec cette faculté en philosophie théorique, concept de nature, et en philosophie pratique, concept de liberté. Mais le territoire sur lequel elle établit son domaine et sur lequel elle exerce sa législation est toujours seulement l'ensemble des objets de toute expérience possible, le phénomène, dans la mesure où ils ne sont tenus pour rien de plus que de simples phénomènes. Autrement dit, avec notre hélicoptère, on s'aperçoit que pour que le village soit, il a fallu couper des arbres. Les 2 législations se disputent un seul et même territoire, mais se le disputent physiquement, c'est pas seulement intellectuellement. Il n'y a pas les déterministes là, et puis là-bas, les partisans de la liberté, non. C'est l'action humaine avec ses outils. Vous voyez l'importance des outils ici. C'est la praxis humaine qui étend le domaine par liberté et limite le domaine de la causalité par la seule nature. Voilà ce qu'il fallait rappeler avant d'en revenir ici. Bon. Alors, quand on en reste là, on n'est pas encore revenu à l'esthétique. Quand on en reste là, on comprend pourquoi il dit, je le lis, ce fameux passage que je cite souvent, mais je le lis pour la première fois, bien qu'un incommensurable abîme se trouve établi entre le domaine du concept de la nature, le sensible, et le domaine du concept de liberté, le suprasensible, de telle sorte que du premier au second, donc au moyen de l'usage théorique de la raison, aucun passage n'est possible, tout comme s'il s'agissait de mondes différents. Le premier, la connaissance, ne devant avoir aucune influence sur le second, jamais vous tirerez de la physique un renseignement pour savoir ce qu'on doit faire. C'est ça qu'est en train de dire Kant. Je le dis parce qu'il y a un néopositivisme ambiant, n'est-ce pas, qui est très inquiétant. Parce que les nazis s'en sont beaucoup servis. Hein, des pseudo-lois morales basées sur une pseudo-physique, ce qui est incombe, n'est-ce pas? Mais voilà, le plus grand savant du monde n'est peut-être pas le mieux indiqué pour me dire ce que je dois faire. Si je dois épouser cette fille, c'est un jeu personnel. J'ai passé l'âge. Si je dois achever un parent malade et qui souffre terriblement ou le laisser en vie, ça c'est la sagesse et plus le savoir. Et là peut-être que celui qui ne sait même pas ce que c'est qu'une fraction ou qu'une équation du premier degré, au fond de la jungle africaine ou au fond du Berry, hein, excusez-moi les berrichons, mais et ça parce qu'il y a encore des pas beaux, c'est la région de France où il y a le plus de magiciens, où on jette des sorts avec les vaches du voisin. Voilà, c'est bien connu au Berry. Ouida, comme on dit là-bas. Il peut me donner un conseil qui est humainement plus profond, n'est-ce pas, et plus utile que celui que me donnerait un prix Nobel de mathématiques sur la survie de ma grand-mère ou a fortiori d'un enfant. Donc, oui, on croit qu'on est dans l'abstrait avec Kant, on est dans le concret. Donc, regardez bien, il y a un infranchissable abîme. On ne peut pas passer de la connaissance de la nature, du théorique. Ça ne me renseigne pas du tout sur ce que je dois faire. Je le lis en termes kantiens. Bien qu'un incommensurable abîme se trouve établi entre le domaine du concept de la nature, les prix Nobel, le sensible et le domaine du concept de liberté, le suprasensible, de telle sorte que du premier au second, du CNRS, si vous voulez, à la morale, donc au moyen de l'usage théorique et non pas pratique de la raison, aucun passage n'est possible, tout comme s'il s'agissait de mondes différents. Le premier, vous voyez, c'est ta position, le premier ne devra avoir aucune influence sur le second. Néanmoins, ce dernier, c'est mon village là, dans mon exemple d'hélicoptère, ce dernier doit, ce mot est souligné, doit avoir une influence sur celui-là.
Je veux dire, le concept de liberté doit rendre réel, vous comprenez ce que je disais, que si on n'avait pas coupé les arbres, on n'aurait pas fait une clairière, il n'y aurait pas le village. Pour qu'un champ en agriculture soit, il faut qu'une forêt ou un marécage ne soit plus. Je ne sais pas si c'est une dialectique de la nature, c'est un autre débat, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dialectique du rapport de l'homme à la nature. Néanmoins, ce dernier, donc le domaine par liberté, doit avoir une influence sur celui-là. Je veux dire, le concept de liberté, c'est Kant, doit rendre réel dans le monde sensible la fin imposée par ses lois. Il y en a qui croient que le kantisme, c'est du devoir être à l'infini, et que, comme une phrase un peu méchante a dit, oui, Kant, il a les mains, la morale de Kant a les mains blanches parce qu'elle n'a pas de mains. Il est en train de nous dire le contraire. Hein? Il faut donc bien, voilà. Alors, pour que la loi morale se réalise dans le phénomène, là, pour ça, il faut bien que la nature, pour que ce soit possible, cette réalisation, que la nature soit conçue de telle manière qu'elle puisse se plier aussi aux finalités de la loi morale. Donc, quand il dit qu'il doit y avoir quelque part, c'est ça qui le fascine, au moment où il va mourir, quand il doit y avoir une unité des deux, quelque part. Et c'est là qu'on en arrive au texte dont je vous parle, où il dit c'est la faculté de juger qui va unifier les deux domaines. Je vous lis le titre du paragraphe dont est extrait le texte que vous avez, le paragraphe 3, enfin ce paragraphe, la troisième partie de l'introduction, de la critique de la faculté de juger, c'est le titre de l'ouvrage. Hein? Oui, il est en mauvais état. Je l'ai depuis ma terminale. De la critique de la faculté de juger comme moyen d'unir en un tout les deux parties de la philosophie. Allons bon. Donc l'infranchissable abîme, allez, on risque, on va jouer les funambules, on va se risquer sur l'abîme. C'est fantastique cette histoire, n'est-ce pas, de la critique du jugement. Alors revenons-en maintenant à ce texte. Le jugement déterminant, on a compris, n'est-ce pas? Je sais déjà ce que c'est qu'un chien en général, avant de décider que l'animal que je vois là correspond au concept de chien. Ça, je crois qu'on s'est bien compris. Comme le dit en termes kantiens, le général est donné, il suffit d'y ranger le particulier. Mais quand le particulier seul est donné et que je dois trouver le général, c'est quoi? Eh bien, c'est justement le jugement esthétique. Expliquons-nous. Si je dis c'est beau, allons-y, je prends un exemple de jugement esthétique. Partie de la philosophie qui réfléchit sur le concept de beau, c'est ça l'esthétique. Je vous rappelle, je tiens mon fil depuis le tout début de cette session, qu'on n'a pas encore répondu à la question pourquoi et comment et pourquoi. J'ai dit comment, je l'ai dit, mais pas pourquoi l'esthétique est devenue partie nécessaire du corpus philosophique. On y arrive, on est tout près. Il faut faire encore un pas. Quand je dis c'est beau, maintenant je voudrais réfléchir avec vous, je ne voudrais pas avancer tout seul. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas là pour me répondre, mais je suis certain que tout le monde, quand ils disent « Oh là là, c'est beau ce paysage », c'est que ça lui plaît. C'est beau, ça me plaît. C'est beau implique, là je suis rigoureux, c'est beau implique, l'analyse là, ça me plaît. Si ça me plaît, c'est que l'objet beau me fait éprouver un plaisir. Continuons notre raisonnement là, soyons mathématiques avec des mots. Je sais que c'est difficile, enfin, on n'est pas habitué. Voilà. Mais si j'éprouve un plaisir, c'est que quelque part, je suis en train de satisfaire un désir. Troisième concept, un désir. Parce que s'il y avait le désir sans qu'il soit satisfait, c'est une souffrance. La soif sans eau, c'est dur. Et le boire sans soif, c'est monotone et c'est insipide. Mais boire quand on a soif, c'est bon. Il n'y a plaisir que là où un désir s'apaise. Mais pas du tout, là, je suis sûr qu'il y en a plein qui décrochent parmi vous. Mais pas du tout, moi, quand je trouve qu'un truc est beau, voilà, j'ai aucun désir, je trouve que c'est beau, ça me plaît, c'est tout. Ah oui, ça s'appelle une tautologie. C'est beau parce que ça me plaît, pourquoi ça me plaît? Parce que c'est beau. Qu'on me dise, je n'ai absolument pas, je ne lis
la beauté de ce paysage que je ressens a aucun désir en moi, au contraire, c'est même une thèse de Kant que le désir esthétique est désintéressé. Qu'on me dise ça, c'est bien possible. Ça veut dire je n'ai aucun désir conscient. Voilà ce que j'ajoute tout d'un coup. Vous commencez à comprendre pourquoi la philosophie, c'est-à-dire depuis Socrate, le fait d'obéir à l'injonction de l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, pourquoi l'esthétique doit y avoir une part nécessaire. L'objet beau me renseigne sur moi. Si je veux me connaître, je ne dois pas écarter ce que vient de dire Pagani en disant mais pas du tout, mais j'ai pas de désir, enfin c'est beau, ça me plaît, c'est tout. C'est désintéressé, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas de désir là-dedans. Oui, j'ai pas de désir conscient. Mais j'ai un désir qui vient d'être satisfait. Lequel? Voilà Kant. Le particulier seul est donné. Allez, on va simplifier. Je vois une chemise dans une vitrine. Ah putain, celle-là, elle me plaît. Ah, elle est belle, elle est jolie. C'est un jugement de valeur esthétique. Je ne suis pas en train de dire, ah, celle-là, je vais être au chaud dedans en hiver. Non, là, c'est purement esthétique, c'est pas fonctionnel. Parce que si je dis, cette chemise en laine, elle me plaît, c'est un jugement de valeur aussi. Hein. Mais là, c'est un jugement déterminant. C'est parce que je suis frileux et que j'ai besoin d'une chemise en laine sous mon pull. Vous voyez ce que veut dire quand ça, c'est le jugement déterminant. Voilà ce que ça veut dire. J'ai l'universel déjà dans ma tête, la loi, le principe, la règle, comme il dit, à savoir marcher au chaud dans la rue. Hein, et donc, j'ai plus qu'à ranger dedans les objets qui remplissent cette fonction. Ça, c'est le jugement déterminant. Alors, regardez bien. Je sais que c'est un peu abstrait aujourd'hui, mais c'est compliqué, c'est pas difficile. Il faut être rigoureux. Il y a les jugements d'existence. Cette chemise vaut, je dis n'importe quoi, 150 €. Et puis il y a les jugements de valeur. Cette chemise est en laine, je vais pouvoir marcher au chaud dedans. Elle me plaît à cause de ça. Jugement de valeur et non plus jugement d'existence. Jugement de valeur, elle me plaît. Mais un jugement de valeur déterminant, ce n'est pas un jugement de valeur esthétique. Et cette chemise est belle. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Là, je ne peux pas dire, ben, c'est bien simple, c'est parce que je veux marcher au chaud. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas quelle fonction ça remplit. Je ne sais pas quel désir, cette couleur, ces formes, ces motifs. Cette couleur, si elle est unie, ou la qualité de la coupe, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi ces choses-là que je vois, esthésis, ça vient de là, le mot. C'est le monde sensible, et ça, vous le savez, vous l'avez dans anesthésie. Quand on vous anesthésie, c'est qu'on vous coupe tout ce qui nous vient par les sens. Par le toucher, par la vue, par le ouïe, etc. Hop, rideau. Une piqûre, rideau. On peut commencer à opérer. C'est pour ça que dans la critique de la raison pure de Kant, mais ça je quitte l'esthétique, la partie où on parle de l'expérience sensible s'appelle l'esthétique transcendantale. C'est l'air compliqué comme vocabulaire, mais c'est très simple. Mais là, c'est esthétique au sens des objets beaux, vous comprenez? Ils apparaissent, et sur cette surface, cette chemise, j'y reviens à travers la vitrine, là, bon sang, pourquoi j'ai cette petite bouffée de bonheur quand je la vois? Je parlais d'une chemise, je n'ai pas parlé d'un beau gosse, d'une belle fille, d'un enfant dont je dis il est adorable, d'un vieillard dont je dis quelle belle figure, quelle noblesse. Je ne dis pas, mais tout ça, ça s'applique. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Quel désir ça vient combler? Ce n'est pas les mêmes à chaque fois, on vient de voir dans mes différents exemples. Mais dans tous les cas, je ne sais pas. Et c'est ce je ne sais pas qui fait que pour savoir, pour répondre à la question quel est ce désir que l'objet satisfait, je n'ai qu'une piste, c'est l'objet lui-même. Il faut que, et vous comprenez ce que veut dire Kant, que je le réfléchisse, que je me mette comme moi, comme un miroir devant, n'est-ce pas? C'est pas lui le miroir, et moi qui suis attentif à ce qu'il y a dedans, non, c'est moi qui dois le réfléchir. Bon sang, c'est quoi? C'est la couleur? C'est la forme? C'est les deux? C'est quoi? Et puis après, je m'apercevrai effectivement, chaque fois que je vois ce bleu-là, ça me plaît. Bon, je dis n'importe quoi là. Hein, je veux dire, après, on pourrait dire pour l'instant, c'est l'affaire de chacun. On va y arriver. Parce que on dit les goûts, les couleurs ne se discutent pas. C'est l'affaire de chacun. Ça fait 10 000 ans qu'on discute que de ça. Il doit y avoir une raison. Vous connaissez ma thèse de provocateur. Nous aimons tous la même chose.
tout le contraire du capitalisme qui voudrait que chacun dans notre bulle. Vous savez, Facebook passe son temps à dire « Dominique, j'ai trouvé ce qu'il vous faut. J'ai trouvé les musiques qu'il vous faut. » À YouTube, hein, pareil. Hein. J'ai trouvé, en me basant sur le choix que vous avez fait la dernière fois, voilà, je vous donne toute une série d'œuvres qui devraient vous plaire. Vous enfermez chacun dans nos bulles et dans nos goûts respectifs. Moi, je dis, pas, nous aimons tous la même chose. Alors, ça paraît scandaleux, mais il faut toujours ajouter la suite. Pas au même moment, pas, et pas dans le même contexte. Mais ça, c'est une autre difficulté sur laquelle je vais revenir à la fin de cette partie proprement philosophique. Je vais d'abord demander l'heure à la régie. Enfin, depuis combien de temps je parle, je veux dire. Bon. Alors, je sens qu'il nous faudra encore du temps pour les textes qui nous restent de Hegel et de Hölderlin. Je crois que Hölderlin, j'y consacrerai encore une 4e session. Mais je passe maintenant au texte de Hegel, parce que on s'est bien entraîné avec le Kant. Alors, ce texte de Hegel fait partie de ces fameuses leçons sur l'esthétique, qui sont la première grande œuvre développée en plusieurs volumes, hein. Ça dépend des langues, en 3 ou 4, peu importe, mais qui a paru en 1835, après la mort de Hegel, donc à partir des notes de cours prises par ses étudiants les plus assidus. Et je lis tout de suite un extrait de la première partie, donc de l'esthétique de Hegel, ceux qui ont l'édition Aubier, qui est la plus courante, n'est-ce pas, traduit par Simon Yankelevitch, hein, attention, hein, c'est la même famille, mais ce n'est pas Vladimir Yankelevitch, hein, c'est la génération d'avant. Le trouveront dans le premier volume à la page 55, ce texte. Hein. L'homme se constitue pour soi par son activité pratique, et il reprend un peu le vocabulaire, même beaucoup le vocabulaire kantien. L'homme se constitue pour soi par son activité pratique. L'homme n'est pas un avoir, mais un faire, dira Marx. Hein. L'homme n'est pas un avoir. Le plomb a la propriété d'être plus lourd que l'eau, de ceci, de cela, de fondre à tant de degrés. Les choses ont des propriétés. Alors que l'homme, vous savez le beau titre du romancier allemand Musil, l'homme sans qualité. C'est le même mot en allemand, Eigenschaft, qualité et propriété. Ce qui est caractéristique de l'homme, c'est qu'il n'est que ce qu'il fait. L'homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu'il est poussé à se trouver lui-même, à se reconnaître lui-même, pas seulement à se connaître, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement, dans ce qui s'offre à lui extérieurement. Il y parvient en changeant les choses extérieures, c'est ce qui bientôt va s'appeler sous la plume de Marx la praxis. Il y parvient en changeant les choses extérieures, qu'il marque du sceau de son intériorité. Qu'est-ce que c'est que l'architecte? Vous savez, cet architecte qui, même le plus maladroit, est supérieur à l'abeille parce qu'il a sa maison dans la tête avant de la produire dans la réalité. Il fait passer une forme dans la matière. Il fait passer ce qui n'était qu'une abstraction, un idéal, dans ce que la nature propose, dans le déjà là propose, mais qui n'est pas encore là, et qui par l'action va être un nouvel être là, qui va être une réalité, et non plus seulement un idéal, n'est-ce pas, une fumée. Donc, il y parvient en changeant les choses extérieures, donc, vous voyez, en informant la nature. Il y parvient en changeant les choses extérieures qu'il marque du sceau de son intériorité et dans lesquelles il ne retrouve que ses propres déterminations. Et bien, ses propres déterminations, vous pouvez la ranger sous ce qu'on vient de voir chez Kant, qui s'appelle le concept de liberté. La nature veut que je fasse ceci, moi je vais faire cela. L'homme agit ainsi, je vais prendre un exemple, la nature veut que je mange dès que j'ai faim, et moi je vais instituer le carême, le ramadan, ou simplement le fait d'attendre poliment que tout le monde soit servi avant que je me jette sur mon assiette. Vous n'avez pas demandé à un ours de faire ça. Hein. L'homme, sauf si c'est la peur qui le gouverne, hein, l'homme agit ainsi de par sa liberté de sujet.
Oui, on dit que les philosophes, c'est une arène, ils sont tous en train de se disputer, c'est pas comme la science, on est tous d'accord. Non, là, vous voyez, Hegel, il est assis dans le sillage de Kant, là, pour l'instant. L'homme agit ainsi de par sa liberté de sujet, pour ôter au monde extérieur son caractère farouchement étranger, et pour ne jouir des choses que parce qu'il y retrouve une forme extérieure de sa propre réalité. Ce besoin de modifier les choses extérieures est déjà inscrit dans les premiers penchants de l'enfant. On pense qu'il va prendre l'exemple d'un enfant imitant son père faisant un arc. On a tous fait des arcs quand on était petit, enfin les garçons. Alors, il y a des filles qui savent faire des arcs, j'en connais, il n'y en a pas beaucoup. Bah, peu importe, je ne veux pas ici me risquer de passer pour un sexiste. C'est dans notre débat, par les temps qui courent. Le petit garçon qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans l'eau, surprise. Hegel prend pas un exemple d'utilitaire, jugement déterminant. Je reviens à Kant. Parce que l'arc, on comprend pourquoi il le fait. L'arc, ça sert à se nourrir. Un gibier, attention, c'est sérieux. Hein. Je vais faire comme papa, je suis un petit pygmée. Je vais faire comme papa. Le garçon intelligent, c'est des mots idiots intelligents. C'est vraiment relatif aux sociétés. Le garçon intelligent, c'est celui qui a 20 en maths chez nous. Chez les pygmées, en maths, on s'en fout. C'est celui qui sait tirer à l'arc. Qui est droit à l'arc. Ah, celui-là, il est intelligent, on dit, chez les pygmées. Mais oui, réfléchissez un peu. L'intelligence est toujours fonction des valeurs d'une société à un moment donné, et dans un espace donné. Donc, je répète, l'homme agit ainsi par sa liberté de sujet pour ôter au monde extérieur, etc., etc. Le petit garçon qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans l'eau, on retrouve notre surface. Les anciens se rappellent du long cycle que j'ai consacré à la différence entre nature et paysage. Quand on confond les deux, on ramène la nature à une simple surface. Le physicien sait bien, lui, le géologue, etc., il sait bien que la nature, c'est pas qu'une surface, surtout le géologue. Il ne se contente pas, comme les géographes, de faire des graphes à la surface de la Terre. Ça veut dire dessin de la Terre, la géographie. Le géologue, il va en profondeur. Il viole la surface pour aller voir, là, qu'est-ce qui fait que le volcan a explosé. Ah ben bon sang, mais oui, il y avait du magma là, pas loin. Et, tandis que le paysage, c'est ce qui s'offre à notre vue, à notre esthésis, c'est l'apparence. C'est ce que la nature, c'est la partie de la nature qui apparaît pour nous. C'est cet écran sur lequel on peut projeter, comme sur tout écran, des choses qui viennent de nous et non pas de la nature. Comme un coucher de soleil nous fait penser au déclin. C'est pour ça qu'un coucher de soleil est toujours un peu plus mélancolique qu'une aurore, si vous réfléchissez. Ne vous croyez pas sur parole, regardez toute la littérature. Il y en a des poèmes sur le crépuscule. Ils sont tous une tonalité mélancolique ou élégiaque. Les poèmes de l'aurore, ils ont toujours une exaltation. J'ai embrassé l'aube d'été, hein, Rimbaud. Alors, le petit garçon qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans l'eau, admire en fait une œuvre où il bénéficie du spectacle de sa propre activité. Bon sang, moi, petit garçon, là, impuissant, entouré d'un univers où je ne peux jamais faire vraiment ce que je veux, où tout m'échappe, c'est pas, où il faut la permission pour plein de choses, il y a une chose là, je fais ça et le monde m'obéit. Bon sang! Vous comprenez pourquoi l'esthétique est partie intégrante de la philosophie. S'il faut se connaître soi-même, et je conclurai là-dessus, s'il faut se connaître soi-même, alors il ne faut pas qu'on en reste. Et c'est la seule erreur que Kant fait dans son esthétique et qui fait qu'il faut passer après à Hegel, c'est que le plaisir esthétique est un plaisir désintéressé. Non. Il fait la même erreur ici que Bergson, qui dans un texte sur le sommeil, très beau texte d'ailleurs, dit que la mère ne peut pas s'endormir tant qu'elle a son nouveau-né là, tant qu'elle est anxieuse, tant qu'elle entend des pleurs, etc. Elle ne peut s'endormir que lorsqu'elle n'a plus aucun intérêt dans le monde extérieur. Et c'est pour ça que la thèse de Bergson, c'est dormir, c'est se désintéresser. Vous voyez le rapport avec l'art. Freud arrive et dit non, il y a un intérêt dans le sommeil, c'est de rejoindre l'absence totale de problème qui est le monde intra-utérin. Regardez ce que fait celui qui dort, il se recroqueville, reprend une certaine forme, la plus ancienne de toutes, il ferme les yeux. La respiration se ralentit, on ne respirait pas dans le ventre de la mère. Et il perd la notion du temps.
Il n'y avait pas besoin d'avoir une relation autant à l'époque où on n'attendait rien, où le désir était satisfait au moment même où il se manifestait. Car le temps vient de ce décalage entre ce que je désire et le moment où il est satisfait. Le vrai temps, pas le temps des horloges, c'est encore autre chose. Cette pure inquiétude, comme dit Hegel à propos du temps, que ne saisit pas la mathématique, qui a un autre temps. Diserail unruhe, cette pure inquiétude. Voilà, donc, vous voyez, de la même manière que Freud ajoute là, il y a un désir, mais complètement inconscient, c'est de revenir à la béatitude prénatale, à l'absence de problème prénatal, exactement ce que Rousseau fait dans la 5e promenade, quand il dit, à propos du lac de Bienne, il s'endort bercé par les vagues du lac, les vaguelettes sur la rive, et il dit « ce beau bassin d'une forme presque ronde », vous voyez, le vocabulaire lui-même le trahit. Enfin, c'est pas trahir un crime, hein. On le comprend, ça fait du bien de s'endormir. Comme dirait Hölderlin, il n'est pas bon de n'avoir dans l'âme nulle périssable pensée. C'est bon de s'endormir, y compris même avec l'apéro, c'est pas de se passer un verre. Voilà, le petit garçon qui jette, je vais rester là-dessus, des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans l'eau, admire en fait une œuvre, il bénéficie du spectacle de sa propre activité. Mais bien sûr, le petit garçon, et je termine là-dessus, n'est pas conscient de ce qu'on vient de dire. Il n'est pas, voilà, j'exerce ma liberté. Mais il fait mieux que le penser, il le fait. Et il en jouit. S'il y a des questions maintenant, on va peut-être laisser plus de temps aux questions. Alors une autre question de Raphaël Bissonnette. Faites-vous une distinction entre les concepts de sujet et d'individu? Bien. Et alors il y a une très longue... C'est bien, il est têtu, Raphaël, parce qu'il l'avait déjà posé la dernière fois et je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Il fait très bien d'en mettre sur le tapis. Il fait comme les bons compétiteurs des concours de la Grègue et du CAPES. S'il est recalé une première fois, il ne se décourage pas, il revient, il n'abandonne pas le terrain. Alors il y a une longue question de Mehdi Brochet, que je garde peut-être pour la fin s'il y a du temps. Elle paraît assez complexe à répondre en fin de séance comme ça, mais enfin je te la dirai si tu veux. Salvatore Bruno qui pose comme question: mais quel serait le désir inconscient alors face à une belle orchidée? La beauté me procure du plaisir, mais je ne vois pas quel désir inconscient cela comble, car il n'y a aucun enjeu. Merci. Je vais peut-être commencer à répondre tout de suite par celle-là. Je m'excuse d'avance auprès de Salvatore, qui est quelqu'un de très sérieux, qui pose d'excellentes questions. Mais là, je vais être apparemment un peu désinvolte, mais je suis très sérieux. Quand il me dit, là, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Il n'y a pas d'enjeu, pas d'intérêt, je ne vois pas le désir, ça correspond. Alors je lui dis, je ne vais pas raconter ma vie, mais il y a une époque, vous savez, où on devait, avec François Negroni, faire un livre proposé par l'éditeur Belfond sur la sexpatriation, comme on dit, c'est-à-dire en Thaïlande, par exemple. Voyez. Enfin, bref. Et on a été obligé, pour se documenter, de regarder des vidéos X. C'était pas très répandu à l'époque. Sur presque tous les vidéos X, dans la pièce où ça se passe, il y a un tableau où il y a une orchidée. Attention, Salvatore, avant de dire qu'il n'y a aucun enjeu. Depuis la nuit des temps de l'humanité, hein, je ne parle pas de la nature qui est beaucoup plus vieille, mais je veux dire, depuis que l'homme s'exprime poétiquement, la fleur est liée à l'éros. C'est comme ça, ne serait-ce qu'à cause de son parfum, avant même de passer à l'aspect visuel. C'est pour ça que cette question est excellente, n'est-ce pas? Regardez le rôle que joue l'odorat dans la sexualité des mammifères. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. Ah mais on n'est pas des chiens, on est des hommes. Oui. Alors là, je vous renvoie à une note de Freud très importante où il développe, il dit, c'est pas un hasard si l'odorat est refoulé chez l'homme. Précisément à cause de l'importance qu'il joue dans la relation sexuelle. Il est refoulé, mais il n'est pas... Il ne faut pas croire que l'homme est né avec moins d'odorat. Il m'est arrivé d'être avec des Touaregs dans le désert.
chercher un puits. Le Touareg connaît bien le coin. À 2 kilomètres, il sentait l'odeur du puits. Parce que là, il est tellement motivé, parce que son odorat retrouve tout d'un coup toute la force que peut avoir l'odorat humain, dans certaines conditions. Voilà. Mais en attendant, attention, qu'est-ce que c'est que toute l'industrie du cosmétique depuis la préhistoire? C'est de sublimer l'odeur dont le chien se contente. C'est ça la sublimation. Donc vous voyez, je ne démontre pas, c'est complexe, c'est riche comme matière. Il y a tout un livre, un roman qui a eu un succès fou de Susskind qui s'appelait Le Parfum, vous savez, qui tourne un peu autour de cette problématique. Voilà. Mais ne nous précipitons pas au sens de Descartes. Descartes dit comme règle de la méthode éviter soigneusement la prévention et la précipitation. De dire, enfin cette orchidée, elle est belle parce que je la vois, puis c'est tout, elle est belle parce qu'elle est belle, mais c'est une tautologie, bien sûr qu'elle est belle parce qu'elle est belle, mais c'est parce qu'il y a en trop. Il n'y a pas une cause, elle remplit une fonction, elle vient au-devant d'un désir. La fleur, c'est vierge et c'est odorant, écoutez, pas faire un dessin. Une seconde, Alfred de Musset, La nuit de mai, puisqu'on parle de fleurs, je pense au printemps, n'est-ce pas? Et la rose, vierge encore, se referme jalouse sur le frelon nacré qu'elle enivre en mourant. Musset, c'est pas un auteur porno, c'est un auteur qu'on apprend dans le cycle secondaire, quand même, n'est-ce pas? C'est La nuit de mai. Poète, prend ton luth et me donne un baiser, la fleur de l'églantier sans ses bourgeons éclore, c'est le printemps, quoi. Et la rose, vierge encore, se referme jalouse sur le frelon nacré qu'elle lénivre en mourant. Là, c'est l'amour vache. Hein. Voilà, j'ouvre des pistes, Salvatore, je suis sûr qu'on se comprend très bien. Et on y reviendra. Oui, je reviens maintenant à la première question. Oui, c'était Geoffrey Stick. Alors, il y a deux parties dans sa question. Tu peux même la relire, justement. Alors, pourriez-vous nous parler du passage historique, paléontologique, de la nature à l'homme, ou encore... Voilà, c'est la première partie de la question, oui, c'est énorme déjà. Ou encore le fondement naturel, s'il existe, du matérialisme, comme en parle Patrick Thor. Voilà, bien. Alors d'abord, je salue au passage, j'ai oublié le prénom de notre mystique. Merci Geoffrey, voilà. Je remercie Geoffrey parce que c'est un fidèle, c'est un plus loin fidèle, et ces questions sont pertinentes, et je le remercie aussi de me faire dialoguer indirectement avec mon ami Patrick Thor. Nous nous sommes connus en Côte d'Ivoire il y a bien longtemps, et c'est toujours enrichissant de parler avec Patrick Thor. Un des rares naturalistes pour lequel j'ai énormément d'admiration. Naturaliste, je ne dis pas au niveau scientifique, j'ai l'admiration pour tous les spécialistes des sciences de la nature qui sont pointus dans leur discipline, ce n'est pas la question. Mais je veux dire qui, en plus, philosophiquement est naturaliste. Effectivement, lui, il pense qu'il y a, n'est-ce pas, que l'homme n'est pas compréhensible sans un matérialisme naturel. Il dit mécaniste, non, dans sa question, Geoffrey, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc un matérialisme naturaliste. Oui, ne faisons pas dire mécaniste, c'est moi qui ai rajouté. Mais ça revient au même. Hein. La différence est importante, hein, je la rappelle ici. Patrick connaît très bien cette distinction, alors peut-être qu'il ne la confirme pas, mais il la connaît bien. Il y a matérialisme mécaniste dans la nature, mécaniste. Dynamique, pas seulement mécanique, pas au sens grossier, hein, que j'illustre avec la forme générale de la relation fonctionnelle, comme disent les mathématiciens, de y égale f de x. La Lune obéit mécaniquement à l'attraction terrestre, si vous préférez, alors qu'en histoire, c'est une notion qu'apporte Marx, le matérialisme, qui est toujours matérialisme, hein, on n'est pas passé à un non-matérialisme. Le matérialisme est dialectique, c'est-à-dire il y a histoire là où comme je l'ai indiqué tout à l'heure, où il y a la rencontre
de l'homme et de la nature. Et c'est pas que Marx. Je rappelle que Kant vient, et je me suis longuement attardé, montrer que là où il y a homme, il y a tout de suite un territoire où se disputent deux législations appartenant à deux domaines opposés, celui du concept de la législation par nature et celui de la législation par liberté. Voilà. Surtout, on a vécu Patrick Thor et moi dans l'air tropical humide, c'était en Côte d'Ivoire en l'occurrence, comme je l'ai dit. Alors là-bas, si on ne renouvelle pas en permanence l'action de l'homme, la jungle envahit très vite, n'est-ce pas, les habitations. Et on ne reconnaît plus même son chemin. C'est pour ça que quand vous partez de chez votre hôte, on a coutume, en Afrique subsaharienne et surtout en Afrique forestière, de dire qu'il faut demander sa route 3 fois avant de partir, de quitter ses hôtes et de rentrer chez soi. Il faut demander 3 fois la route. Alors voilà, nous allons demander la route 3 fois. Pas, parce qu'après tout, l'autre pourrait se vexer. Qu'est-ce qu'il y a, c'était pas moi à manger chez nous, etc. Vous n'êtes pas bien. Sous-entendu, si on ne le demande pas 3 fois, la brousse se referme sur vous. Oui. Quand on voit ce que c'est qu'un sentier, là-bas, c'est pas grand-chose. Il faut avoir souvent l'œil exercé pour voir qu'il y a un sentier. La nature est puissante là-bas. Donc, ayant fait ces rappels, je dis tout de suite à Geoffrey l'essentiel de réponse à la grosse partie de sa question qui est la première, c'est que le curseur, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Là, ce curseur qui me demande de placer quelque part, en deçà duquel on est dans la pure nature, au-delà duquel on est dans l'anthropologie, il n'existe pas spatialement. Aucun coup de hache ne peut me permettre de placer le curseur, ou aucune fondation comme on pose une première pierre, si vous voulez, pour reprendre une autre métaphore spatiale. C'est un processus temporel. C'est un process. C'est un mot qui revient souvent chez Marx. Et comme dans tout procès, au début, c'est beaucoup plus naturel, et au fur et à mesure que ça progresse, ça l'est de moins en moins. L'homme des cavernes a une habitation qui est plus naturelle qu'une maison sur pilotis, comme fera bien plus tard Cro-Magnon. Bien plus tard, c'est compliqué, une maison sur pilotis, techniquement. Mais la caverne est déjà au-delà du curseur. Parce qu'on y fait des peintures, parce qu'on y allume des feux, et sans doute peut-être même qu'on y fabrique des rituels. On y pratique des rituels. Et peut-être on a retrouvé des peintures, mais c'est mon grand regret, c'est qu'on ne sait toujours pas quelle musique écoutait l'homme des cavernes. Où sans doute l'élément rythmique devait jouer un rôle important. Je fantasme un peu là, je ne sais pas, on ne sait rien, on n'a pas le magnétophone de l'époque. Mais il y avait autre chose que la nature. Regardez les grottes de Lascaux ou de Chauvet, il n'y a plus la nature. Il y a la peinture. L'art, on est en esthétique, non? L'art qui donne artificiel est exactement le contraire de naturel. Geoffrey. Donc, ce curseur-là, si vous réfléchissez, c'est pour ça que je creuse maintenant, vous allez retrouver le même problème du curseur impossible. Quand vous me demandez où s'arrête l'inerte, où commence le vivant, ce n'est pas seulement le passage du vivant à l'homme, du vivant en général, végétal, animal à l'homme, mais même le passage du minéral au vivant. Vous savez, les premiers acides aminés, là, les molécules géantes. Bon, ce n'est pas mon domaine, mais enfin, vous voyez, est-ce que le virus, c'est un animal ou c'est encore... Vous voyez, on retrouve le même problème. On demande au déjà là de trancher ce qui n'est pas de l'ordre d'un déjà là, que de l'ordre des mots. Tu es un âne, tu es un bœuf. L'Éternel a donné à l'homme le privilège de nommer les créatures. Et donc la distinction entre l'inerte et le vivant lui-même est un processus.
quand on jette un rayon lumineux sur une amibe, elle se met à avoir un mouvement giratoire qui est purement mécanique. Car à ce stade-là du vivant, il y a encore des processus qui sont les mêmes que ceux des cailloux, mécaniques. Le heurt des photons, le bombardement de particules de lumière sur l'amibe fait qu'elle a un mouvement giratoire, jusqu'à un certain seuil, où tout d'un coup, on peut augmenter l'intensité du bombardement lumineux, elle arrête sa giration. Et rien que ce seuil prouve qu'on est déjà au-delà de l'inertie. De même, nous, vous savez, nous avons... La notion de seuil est importante pour ce qui est de placer le curseur. Hein, j'y reviens, Geoffrey, hein, je ne perds pas de vue la question. Au niveau de l'ouïe, vous savez que nous entendons des sons au-delà d'un certain seuil, les basses fréquences, là, bref, ceux qui ont les notes tellement graves qu'on ne les entend pas, comment ça s'appelle, le contraire des ultrasons. Mersu, c'est ça, les infrasons. Et quand c'est trop aigu, on n'entend pas non plus les ultrasons. Par contre, le chien les entend. Vous savez, c'est les fameux sifflets qu'ont les gardiens de chiens ou certains policiers, où nous, on n'entend rien, mais le chien fonce immédiatement. Et puis, bien au-delà de la fréquence qu'entend le chien, encore plus aiguë, la chauve-souris, à qui ça sert de sonar pour se diriger dans l'espace. Par écho, pas par éco-localisation. Et non pas écolocation, ne comprenez pas. Écolocalisation. Donc ces seuils-là définissent des espèces. C'est intéressant. Nous n'avons pas une vue qui nous permet de tout voir. Non, non. À chaque fois, nous sommes suspendus dans un moyen terme entre des extrêmes. Pascal dit déjà dans les pensées, trop de lumière éblouie, pas assez, rend aveugle. Obscurci. Donc, je ne peux pas... je peux dire simplement, maintenant, je vais être plus positif, j'ai montré la complexité de la question, je vais être plus positif. Il y a on a proposé 3 seuils qui reviennent tout le temps pour répondre à la question de Geoffrey. Le langage, le feu, vous savez, on dit que l'homme, il y a la guerre du feu, parce que c'est avec le feu qu'il y a la maîtrise sur le reste de la nature, le feu, et l'outil. Mais moi je dis que les 3 sont liés. La preuve, c'est que dans le mythe, Prométhée va chercher le feu chez les dieux. Il sait bien que c'est pas en bas qu'il y a du feu. Il faut une surnature pour faire apparaître le feu. Oh, il y a du feu bien avant l'homme. Hein. Il y a un âge volcanique, c'est un feu métaphorique ici. La preuve, c'est que c'est le feu de l'intelligence aussi. Mais c'est les deux. C'est le feu au sens propre, matériel, celui qui permet de forger les métaux, de les faire fondre, mais qui est lié à la techné. De les faire fondre pas par accident, comme le volcan, mais parce que je poursuis un but, qui est de faire un outil, une arme, en l'occurrence à l'origine, et puis bien autre chose après. Un balcon en fer forgé, un avion, hein, peu importe. Donc, vous voyez, le feu lui-même suppose déjà un monde où il y a le langage, où il y a le logos, où il y a la logique et l'intelligence. Le siècle des Lumières, la lumière, la chaleur, ça va ensemble, c'est des métaphores. Ça veut dire, c'est cette même entité, n'est-ce pas, qui fait qu'on sort des ténèbres. Là encore, c'est une métaphore. Qu'on en sorte par une torche, ou que, avec l'idée géniale d'Edison, on comprenne pour la première fois, c'est là qu'on voit que la grande technologie, elle n'est pas intuitive. Elle doit faire un détour par la théorie. C'est quoi la lampe d'Edison? L'ampoule là. Pas l'ampoule écologique, l'ampoule là, l'ampoule classique. C'est quoi? C'est une chose qu'on empêche de brûler, alors que depuis des millénaires, pour l'homme, éclairer, c'était brûler. Bachelard a consacré de très belles pages à ce paradoxe. Tout le génie d'Edison, c'est d'avoir dégagé une loi, c'est que l'intensité est inversement proportionnelle au rayon du fil. Vous avez déjà vu le fil à l'intérieur de l'ampoule, pourquoi il est fin par rapport à l'énergie qui passe. Et pourquoi du coup on en déduit qu'il faut un métal qui ne fond pas, comme le plomb à 300 ou je sais pas, entre 300 et 500 degrés, je ne sais jamais le plomb.
Le tungstène, il faut des milliers de degrés pour qu'il commence à fondre. C'est pour ça qu'on le prend. Donc il faut une théorie, vous voyez, qui va contre l'intuition qu'on a spontanée, c'est que pour m'éclairer, il faut que je brûle, il faut que je consume, il faut que je gaspille, il faut que je sois anti-écologique. Oui, pour une fois que je le suis, profitez-en. Le progrès technologique est toujours écologique. Ah, on en a des surprises ce soir. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez, le charbon est plus économe d'arbres que le charbon de bois, qui est antérieur, qui est plus vieux, qui est une régression au niveau du progrès technologique. Le charbon, c'est un progrès. Mais le charbon est très salissant aussi. Alors, il y a le pétrole qui consomme 7 fois moins de matière pour le même rendu énergétique que le charbon. C'est mieux, c'est un progrès. Et le gaz, c'est mieux que le pétrole. Et le nucléaire, c'est mieux que tout cela. Bon, j'arrête, je vais me faire lyncher. Par les nouveaux maires. Autre question. Oui, je veux conclure pour Geoffrey. Je vais m'engager. Le langage lui-même a quelque chose de commun avec l'outil, c'est qu'il donne une présence à ce qui est absent. Alors, si je dis maintenant, la forêt vierge, il n'y a pas de forêt vierge. Je crois que Geoffrey ne me parle pas, n'est pas en communication avec nous depuis l'Amazonie, je ne crois pas. Moi non plus. Mais je dis à la forêt vierge, chacun d'entre nous qui m'entend dire forêt vierge a une représentation. Quelque chose est présent et qui n'est pas là. On donne une présence à l'absence. Le langage, c'est ça. L'outil, c'est ça. L'outil, c'est ça. C'est ce qui va permettre de donner une présence à ce qui n'était que dans ma tête, qui n'existait pas à l'extérieur, et que je réalise, comme l'architecte dont parle Marx. On n'habite pas dans un plan de maison, mais dans une maison réelle. Donc, quelque part, pour que le mot apparaisse, il a fallu que l'outil rende le monde extérieur moins fugace, moins fluide, qu'il reste là. Et le premier des signes, c'est le tombeau. Donner une présence à ce qui n'est plus là. Je dis ça parce que c'est un vieux jeu de mots que Platon a utilisé. Le tombeau se dit soma en grec et le signe c'est séma. Voilà. Donc pour moi, c'est la praxis qui a rendu possible le langage. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Pratique et théorique en même temps. Merci. C'est aussi une question que je me pose bien souvent, le parallèle entre la substance devenant sujet chez Hegel et le lien entre technicisation et hominisation chez le roi Gourand, sachant qu'Hegel fait de l'outil le moyen terme existant rationnel, l'universalité existante du processus pratique. Soit, comme le dit si bien Dominique Pagani, pour la toute première fois dans l'histoire philosophique, l'outil, soit la force productive matérielle, élevée à la dignité de puissance de l'esprit, ce qui suggère une profonde unité de ces deux disciplines, anthropologie et philosophie. Bon, on reste dans le matérialisme. Le matérialisme, c'est peut-être ça qu'on va conclure, hein, parce que 2 heures c'est beaucoup. Le matérialisme, ce n'est pas le naturalisme, c'est plus extensif. Le naturalisme est une idéologie, pas la nature. Hein. La nature, c'est... Le naturalisme, c'est une partie de la matière. C'est tout ce qui est autour de nous ne porte pas la trace de l'artificiel, du travail humain. Mais une fleur en plastique n'est pas moins matérielle qu'une fleur naturelle. C'est tellement simple qu'on n'arrive pas à le comprendre. C'est bizarre. Je ne fais pas appel à la métaphysique et au surnaturel. Je dis il y a du non-naturel. Voilà, ces lunettes, ce n'est pas du naturel, c'est du non-naturel. Mais c'est matériel. Bien sûr, s'il n'y avait pas eu la nature d'abord, je n'aurais pas pu déposer ces formes sur un substrat, substance, merci Mehdi. Bien sûr, d'accord. Mais ce n'est pas avec une possibilité de bouteille que je rafraîchis ma soif dans le désert. Hein. Il faut une forme. Une matière, ce n'est jamais qu'une potentialité à laquelle on peut donner toutes les formes qu'on veut, selon la fonction qu'on poursuit. Voilà. Donc, la question de Mehdi vient à pic, tu as bien fait de la lire, elle prend la suite de celle de Geoffrey, on reste dans le matérialisme, mais dialectique, et non plus naturaliste.
Même si, chronologiquement, on ne serait pas arrivé au matérialisme dialectique s'il n'y avait pas eu d'abord, bien sûr, la nature. Mais l'origine importe peu ici. C'est pas à l'origine qu'un fleuve est un fleuve. C'est quand il a reçu déjà beaucoup d'apports. À l'origine, ce n'est jamais qu'un pissou qui me coule entre les jambes à 2 mètres d'un autre pissou qui coule sur une autre petite pente. Et c'est tout ça qu'on appelle un cône de réception en géographie. C'est tout ça qui est l'origine aussi bien d'un petit torrent corse qui fait 15 km avant d'arriver à la mer que de l'Amazonie. Voilà. Donc oui, à l'origine, il y a la nature, mais l'origine, ce n'est pas la cause. Il peut y avoir milliards d'années de nature sans que l'homme apparaisse. Hein. La rupture, elle se fait quand la nature recule devant l'artificiel. L'art. Vous voyez comment on en revient à l'esthétique? Parce que les Grecs ne connaissaient pas notre différence entre les belles choses et celui qui fait la sandale là, pour marcher ou celui qui fait une charrue. La techné, c'est comme ça qu'on dit l'art en grec, la techné. Arrêtons de les opposer. Ce sera ma conclusion. Bon, ben voilà, ma conclusion, c'est que le paysan, c'est l'artiste, le cordonnier, c'est l'artiste, le tisserand, c'est l'artiste. Techné, voilà. Je vous dis oui, je vous dis au revoir, je vous dis à la semaine prochaine, parce que pour l'instant, on arrive à garder un rythme à peu près hebdomadaire. Bon, là, la semaine était un peu longue, elle était prolongée de 2 jours, mais enfin. Et j'en remercie d'autant plus Philippe, voilà, qui n'a pas que ça à faire. Et je vous remercie de votre présence et surtout de la qualité de vos questions. Vous pouvez continuer à les développer sur Facebook. Hein. Vous avez vu que j'ai répondu à pas mal par écrit. Je ne peux pas répondre à toutes, mais j'essaie de donner la priorité à celles qui montrent qu'on a bien suivi le propos, quoi. Ce qui est vraiment le cas ce soir, et je remercie encore celles et ceux qui étaient présents. À la semaine prochaine. Très bonne fin de soirée à tout le monde.